L'introduction des groupes de pression dans l'explication de la dynamique des dépenses publiques conduit à s'interroger sur les raisons qui permettent d'expliquer la faiblesse politique des groupes antidépensiers. Si la taille du secteur public s'explique par l'action des groupes de pression et qu'elle augmente, c'est parce que personne ne fait pression sur l'État pour voir les dépenses baisser. Personne ne fait pression pour réduire les dépenses publiques tout d'abord parce que ces dépenses bénéficient à un tout petit nombre d'agents et sont payées par un grand nombre. En présence de coûts diffus et de bénéfices concentrés, les agents antidépenses n'ont que peu d'intérêt à agir pour réduire les dépenses publiques. Des coûts diffus rendent en effet l'action des électeurs qui supportent la charge de l'impôt peu probable, car le gain de la baisse des dépenses publiques serait très faible, puisque chacun paie une très petite somme. En revanche, si les gains sont concentrés, cela incite les bénéficiaires à engager d'importantes ressources pour les protéger. Les dépenses publiques agricoles ont cette caractéristique. Les bénéfices de ces dépenses sont concentrés sur les agriculteurs, alors que les coûts sont à la charge de tous les contribuables et de tous les consommateurs. Le gain pour chaque consommateur contribuable du démantèlement d'une telle politique est très faible, alors que les coûts pour les agriculteurs sont très importants. Les aides agricoles représentent en moyenne 30% de leurs revenus. Ces derniers ont alors tout intérêt à s'organiser pour empêcher toute baisse de la dépense publique agricole. Personne ne fait pression pour réduire les dépenses publiques de plus parce que les coûts de formation des groupes antidépenses sont beaucoup trop élevés. Ces groupes ne réussissent pas à surmonter le paradoxe de l'action collective. Mancur-Olson, dans son ouvrage de 1965, identifie l'existence d'un paradoxe de l'action collective. L'adhésion et la participation à l'action politique comportent des coûts privés pour l'obtention de bénéfices sociaux indépendants de la contribution et de l'effort de chacun. Les syndicats de travailleurs luttent pour l'augmentation du salaire minimum. L'obtention d'un tel salaire va pourtant aussi bénéficier aux salariés non syndiqués. Pour Olson, il existe plusieurs conditions favorables à la résolution de ce paradoxe. Plus la taille du groupe est petite, plus les bénéfices sont concentrés, plus la communication entre les membres du groupe est aisée, et plus les coûts de mise en œuvre des sanctions contre les passagers clandestins est faible. Il ajoute que l'action collective sera d'autant plus facile que le groupe produira des biens de club qui ne peuvent être consommés que par les membres du groupe. Les groupes anti-dépenses n'existent pas dans ces conditions parce qu'ils sont trop grands et parce qu'ils ne réussissent pas à produire des biens de club. Dire que les groupes anti-dépenses sont trop grands suppose qu'il existe une sorte de taille optimale du groupe. L'idée ici est la suivante. Un groupe, pour se faire entendre de l'État, doit engager des ressources. Un petit groupe peut attendre des gains importants de l'obtention d'un transfert public en sa faveur. Mais sa petite taille fait que la charge pour chaque membre du groupe sera très grande. Un groupe de pression ne voit le jour dans ces conditions que si a une taille minimum. Inversement, si le groupe est trop grand, le coût pour chaque membre est petit, mais le gain aussi. Un groupe ne doit en ce sens être ni trop grand, ni trop petit. S'il est trop grand, les gains pour chacun seront trop faibles. S'il est trop petit, les coûts de la recherche de rente seront trop importants pour chaque membre. Les contribuables consommateurs ne s'organisent pas correctement alors parce qu'ils sont trop nombreux. La grande taille du groupe explique en partie aussi pourquoi il est par nature hétérogène et que ses coûts de formation sont élevés. Les consommateurs contribuables n'ont pas tous les mêmes intérêts. Le groupe des agriculteurs, à l'inverse, est homogène au sens où tous les agriculteurs veulent défendre leurs revenus. Le groupe des consommateurs a au contraire des intérêts hétérogènes, car la baisse des prix agricoles bénéficie plus aux électeurs qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l'achat de biens alimentaires qu'aux autres. Les consommateurs sont donc divisés sur la manière dont ils reçoivent les bénéfices de la politique agricole. Cela accroît leurs coûts de coordination
et rend l'action des grands groupes hétérogènes peu probable. Ce qui explique pourquoi les groupes pro-dépenses dominent les groupes anti-dépenses. On me.